à Philippe, mais je crois que c'est très dangereux, de se référer trop souvent au modèle d'après-guerre et à ce système où, à juste titre, d'ailleurs, on a réussi à répartir correctement la productivité comme étant un modèle de référence. J'ai plutôt l'impression que c'est un modèle qui est un modèle d'aubaine, qui s'est construit sur la construction d'après-guerre, qui elle-même répondait à certaines circonstances particulières, et qu'en réalité, on a greffé sur cet effet d'aubaine des phénomènes de répartition que l'économie, à l'époque, autorisait. Mais j'ai l'impression, au vu maintenant du fait qu'on a dépassé les 30 glorieuses depuis quasiment 40 ans, que ces 30 années qui sont un peu en suspension, un peu en apesanteur dans l'histoire économique, étaient une exception au modèle. Et que la réalité du modèle dans lequel on vit, c'est une économie de marché qui est beaucoup plus dure. Et donc, je n'ai pas envie de rentrer, si tant est que je m'aventure un peu dans le domaine de l'idéologie, je n'ai pas envie de rentrer dans l'espoir du confort d'un retour à la normale, c'est-à-dire d'une société où les gains seront mieux partagés, parce que je crois au contraire, sans adhérer, sans souhaiter ce modèle, je crois au contraire qu'on va rentrer dans un monde beaucoup plus dur. Alors peut-être un mot néanmoins sur la crise des subprimes. Philippe a raison, on a vécu dans un monde qui s'est trop endetté. Et c'est dans cette perspective que je ramène le crash de 2008 au crash de 2008. Pour moi, le vrai crash de 2008, c'est le crash de 2008. C'est le crash de Internet, c'est le crash de... on va dire, cette envergure des moyens de communication qui tout d'un coup s'offre au monde et que le monde a un peu de mal à domestiquer, avec une exubérance boursière qui fait que les actions Internet commencent à monter dans tous les sens. Et on voit à l'époque, de manière tout à fait maintenant, a posteriori causale et déterministe, on voit des autorités monétaires qui décident, pour des raisons de convenance, pour des raisons d'attentat, pour des raisons de je ne sais quoi, de baisser les taux d'intérêt afin, en fait, de masquer le crash. Et pendant 8 ans, ce crash Internet est masqué, il est même dépassé par une croissance boursière tout à fait surprenante, et il a comme effet résiduel un surcroît d'endettement. Donc, ce surcroît d'endettement devait un jour éclater, il est éclaté dans le cadre des subprimes, et les subprimes, ce n'est pas du tout les subprimes, c'est simplement le fait que cette politique monétaire complaisante a permis à toute une série d'agents économiques, notamment aux ménages américains, d'agréger des endettements dépassant de loin le PIB, ce qui sont des choses complètement invraisemblables. Donc, en fait, aujourd'hui, les ménages américains sont, selon les métriques, endettés à concurrence de 101 à 126% du PIB, ce qui est complètement hallucinant. Et on a vu, de manière là tout à fait pratique, un système bancaire américain ayant compris qu'il était dans l'impossibilité de recouvrer ses créances, commencer à en diffuser la substance à l'étranger. Et ce phénomène de titrisation, qui est très très connu, et d'ailleurs justifié par toute une série de contraintes bancaires aux États-Unis, on a vu ce phénomène de titrisation, on va dire, se disperser dans l'économie, avec des banquiers européens assez naïfs, pour confondre un rating avec la substance d'un produit, emmagasiner ces produits. Je crois d'ailleurs, je vais le dire avec un peu de cynisme, je crois d'ailleurs que la crise des subprimes a sauvé l'Europe. Parce qu'elle a permis d'invoquer un argument pour permettre aux banques européennes qui n'avaient alors rien compris à rien du tout, et je vous en parle en connaissance de cause, ayant été administrateur délégué d'une des grosses banques belges, n'avaient rien compris d'emmagasiner ce papier. C'était un choc salutaire. Et je crois que si cette crise des subprimes, je reviendrai dans quelques secondes, n'avait pas eu lieu, ça n'aurait pas été, comme on le croit aujourd'hui, 200 milliards de dollars ou d'euros qui auraient été déversés dans les bilans américains, dans les bilans européens, mais peut-être 1500 milliards. À ce moment-là, les États et l'euro auraient tous sauté, et le système bancaire, au détriment, évidemment, de la population, se serait effondré. Les Américains auraient été sauvés. Aujourd'hui, les Américains sont confrontés à un problème de revitalisation du système bancaire qui est insolvable. D'ailleurs, depuis qu'Obama est là, on voit que le marché boursier erre dans tous les sens, et que je voyais aujourd'hui, avant de partir et d'arriver ici en partant de Bruxelles, un article du Figaro montrant que tous les économistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, étaient pétrifiés de l'immobilité de Geithner et d'Obama en matière de sauvetage du secteur bancaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La solution aurait été cette espèce de déversement, de diffusion globale de l'endettement américain à l'étranger. Il était stoppé. Et peut-être un mot sur la crise des subprimes. Vous savez, on parle beaucoup de la crise des subprimes comme étant quelque chose, on va dire, d'un peu exogène à l'humain, un peu inéluctable. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des subprimes ? Il s'est passé qu'aux États-Unis, aujourd'hui, comme il y a un an, comme il y a 50 ans, l'immobilier n'est pas un moyen abouti d'épargne. L'immobilier est un moyen transitoire de localisation de l'argent avec l'espoir de faire des plus-values.
Une maison en moyenne se construit en 12 jours aux États-Unis, s'installe en 24 heures, de l'ampoule du garage jusqu'à l'évier ou lavabo de la cave, et se pille d'ailleurs aussi en 24 heures quand les propriétaires sont partis. Eh bien, ce qu'on a constaté au moment du déclenchement de la crise des subprimes, c'est que, en fait, bien sûr, c'est une frange un tout petit peu fragilisée de la population qui a fait défaut, pour utiliser un mauvais mot de français, sur sa dette, mais que c'est de manière quasiment opportuniste toute une série de franges de la population qui ont décidé de ne pas rembourser leur emprunt, se rendant compte qu'ils avaient acheté leur maison pour une valeur supérieure au montant donc, qu'ils avaient emprunté un montant supérieur à la valeur de la maison. En d'autres termes, la bulle immobilière ayant éclaté aux États-Unis a conduit à ramener des prix de maison de 100 000 euros à par exemple 80 000 euros. Certains se sont rendus compte que la maison devait être remboursée pour 100 000 euros parce que l'emprunt avait été contracté, alors qu'elle n'en valait plus que 80. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours comme chez nous dans le cas de non-paiement d'une dette hypothécaire. Et donc, il y a toute une série de gens qui ont décidé de manière opportuniste de rendre les clés à la banque. Et c'est sûr que c'est le segment des subprimes qui a le premier été révélé dans cette attitude, mais on s'est rendu compte que les gens qui relèvent ou qui ressortissent au segment subprime, qui ont acheté des maisons encore à des prix inférieurs à ce qu'elles valent maintenant, continuent à les payer. On s'est rendu compte que, quel que soit le segment de la population, des gens qui normalement font défaut sur leur carte de crédit, et puis leur voiture, et puis leur maison, dans une séquence assez logique, ont fait défaut sur leur maison, mais pas leur carte de crédit ni leur voiture. Donc il y a eu un comportement tout à fait transactionnel, opportuniste, de la part des ménages américains. Et en fait, c'est ça qui a sauvé l'Europe. Donc voilà quelques éléments. Moi, je crois donc qu'en fait, ce crash est salutaire. Mais pas salutaire pour les raisons qu'on croit. Il est salutaire parce qu'il est, sans doute, parce que peut-être l'économie allait trop vite, parce qu'il a permis de mettre fin à une politique monétaire qui était inappropriée compte tenu des circonstances, mais je crois surtout qu'il est, de manière très cynique et peut-être très dure, révélateur, et en tout cas important en prise de conscience, tout autant des excès du passé que des réalités du futur. Et quand certains comparent parfois ce crash à ce que j'ai entendu à l'eau lustrale, c'est-à-dire l'eau des anciens ou l'eau du baptême, en disant que ça va purifier l'économie de ces péchés du passé, je ne suis pas certain de savoir de quel péché on va parler. Et j'ai l'impression qu'au contraire, on va être purifié peut-être d'un modèle un peu protecteur, un peu complaisant, un peu paternaliste, qu'on va devoir quitter maintenant pour entrer dans une économie beaucoup plus dure. Et de toute façon, nous ne faisons aucune illusion. Maintenant que la dette a été reprise par les États seront eux-mêmes confrontés entre eux et eux par rapport à nous, à des réalités financières extrêmement désagréables. Et ça, je crois que ça fera partie plutôt de la troisième partie de l'expo. Merci. Nous avons prévu d'accorder un temps de question time pour l'auditoire d'une dizaine de minutes après chaque série d'exposés. Je ne sais pas si après ces échanges, il y a déjà des personnes qui ont le désir brûlant de poser une question. Monsieur. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, une question pour monsieur Buffet. Vous parliez en fait d'un changement dans la méthode de redistribution des revenus, et notamment un changement dans la fin des années 80 où la redistribution vers le travail était moins importante. Est-ce qu'on assiste finalement à, pas un éclatement, mais un dégonflement d'une espèce de bulle sociale où on aurait finalement peut-être à un moment où l'économie était très florissante, trop redistribuée, et on a maintenant des effets pervers qui font que les entreprises n'arrivent plus à être suffisamment performantes pour alimenter ce système social, n'arrivent plus à donner de travail à tout le monde, et d'un autre côté, on a un système social qui permet qu'il ne soit plus obligatoire de travailler, puisqu'on vit mal, mais on vit quand même, ou de bien travailler, ou de se former. Donc est-ce que trop de social ne dit pas le social de cette manière ?